Le cours présenté ici est consacré au système nerveux autonome, encore appelé système nerveux végétatif. Les autres cours de neurophysiologie seront vus dans le cycle 6. La raison pour laquelle le système nerveux autonome est traité maintenant est sa très forte implication dans les autres domaines de la physiologie, en particulier les physiologies digestives, cardiovasculaires, implication qui confère au système nerveux autonome une grande importance médicale. Le plan d'ensemble du cours, pour commencer, il y aura d'abord, c'est le prérequis, quelques rappels et des précisions sur des notions qu'il faut connaître pour comprendre la suite. Après sera présenté le système nerveux autonome qui sera notamment replacé dans le cadre de la physiologie. Puis sera décrite avec quelques détails l'organisation du système nerveux autonome et enfin la partie physiologie. Dans la partie physiologie, on verra de quelle manière cette organisation est utilisée pour remplir un certain nombre de fonctions. Le prérequis, tout d'abord, il y aura deux parties, une partie anatomie et une partie physiologie. J'attire votre attention sur le fait que ce qui sera traité dans ce prérequis ne fera pas l'objet de questions directes au concours. C'est seulement, mais c'est important, des choses à savoir si on veut comprendre un petit peu ce qui sera dit en neurophysiologie. Dans l'anatomie, je vais dire deux mots des subdivisions du système nerveux, puis parler de quelques points de terminologie et détailler la moelle épinière qui est très importante pour les parties de physiologie qui seront traitées cette année. Les subdivisions du système nerveux, pour commencer, et je vais surtout préciser les subdivisions qui séparent système nerveux central et système nerveux périphérique. Une grande partie du système nerveux se trouve à l'intérieur de cavités osseuses qui sont le crâne et le canal rachidien, c'est-à-dire le canal formé par les vertèbres. La distinction système nerveux central, système nerveux périphérique est fondée sur cette disposition. Le système nerveux périphérique est l'ensemble des éléments nerveux dont une partie au moins est à l'extérieur des cavités. Il peut s'agir de neurones situés complètement à l'extérieur, comme les neurones contenus dans la paroi intestinale, qui forment le système nerveux entérique dont on reparlera bientôt. Mais les neurones dont le corps cellulaire est bien dans la boîte crânienne ou dans le rachis, mais dont l'axone est en partie à l'extérieur, ces neurones font aussi partie du système nerveux périphérique. Cette seconde éventualité peut être une source de confusion, c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur ces points. Par opposition, le système nerveux central est formé des neurones entièrement contenus dans le crâne et le canal rachidien. Je vais ensuite donner deux mots de terminologie concernant l'anatomie du système nerveux, justement. Deux mots de terminologie ensuite, pour dire qu'à l'intérieur de ces grandes subdivisions, système nerveux central, système nerveux périphérique, les neurones se regroupent en un grand nombre de centres. Un centre est formé de corps cellulaires de neurones et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Et je renvoie ici, bien sûr, au cours d'histologie du système nerveux. Les centres sont reliés entre eux par des neurones. Si on prend pour exemple deux centres A et B, ceux qui sont présentés sur la figure, s'il existe un groupe de neurones dont les corps cellulaires sont en A et les axones se terminent dans B, cette voie forme ce qu'on appelle une projection de A sur B. On dit aussi que A projette sur B. Pour B, cette voie est une voie afférente. Pour A, c'est une voie efférente. Ces importantes notions de neuroanatomie permettent de classer de manière très simple et très utile les neurones en deux groupes. Les groupes dont les neurones sortent du centre contenant les corps cellulaires. Ces neurones donc sont dits de projection, ceux dont l'axone sort du centre. Ceux dont l'axone reste au contraire confiné à l'intérieur du centre sont dits intrinsèques.
et par une extension utile bien que non rigoureuse, on les appelle souvent des interneurones, usage qu'on adoptera ici. C'est le cas du petit neurone cerclé en bleu foncé qui est représenté ici dans le centre B. Au contraire, le neurone qui est représenté dans le centre A est bien sûr un neurone de projection. Les précisions anatomiques vont surtout concerner la moelle épinière. La moelle qui est représentée ici en vue longitudinale. La moelle est la partie du système nerveux central qui assure l'innervation du tronc et des membres. La vue du milieu sur cette diapositive montre qu'elle est formée de deux renflements. Un renflement cervical, noté 1 sur cette partie du milieu, et un renflement lombaire, noté 2. Ces renflements étant séparés par une partie plus mince qui est la moelle thoracique. Le renflement cervical correspond à l'innervation des membres supérieurs, le renflement lombaire à celle des membres inférieurs. La vue de profil indique que la moelle occupe une grande partie, mais pas la totalité du canal rachidien. Ça se voit, ça surtout dans la vue de profil à gauche. Cette moelle est reliée au corps par de volumineuses formations nerveuses qui sont les racines rachidiennes. Au niveau de chaque vertèbre, il y a deux paires de racines, une à droite, une à gauche. Ces racines quittent la moelle de manière de plus en plus oblique en raison de la longueur plus grande du canal rachidien par rapport à la moelle elle-même. Ces racines sont à l'origine du fait majeur de l'organisation de la moelle, qui est sa segmentation. La moelle est en effet découpée en une succession de segments, dont chacun correspond à une paire de racines. La structure de ces segments varie très peu le long de la moelle, et cette structure est représentée sur la diapositive suivante. Sur une courbe transversale, donc, cette moelle épinière se représente de la manière qui est indiquée sur cette figure. Les corps cellulaires des neurones spinaux sont regroupés dans la substance grise, qui est formée de deux cornes dorsales et deux cornes ventrales, qui sont reliées par une partie intermédiaire. Cette substance grise est entourée de cordons de substance blanche contenant des fibres qui, d'une part, joignent la moelle à l'encéphale et d'autre part, joignent les segments spinaux entre eux. Les relations nerveuses avec les organes périphériques se font par des neurones dont les axones passent dans les racines rachidiennes, neurones faisant donc partie du système nerveux périphérique conformément à la définition donnée plus haut. Il s'agit des neurones moteurs dont le corps cellulaire, le soma, est dans la corne ventrale et dont l'axone quitte la moelle par la racine ventrale. À l'extérieur du canal rachidien, ces axones forment le contingent moteur des nerfs périphériques. L'autre catégorie, ce sont des neurones sensitifs dont le corps cellulaire est dans le ganglion rachidien et dont l'axone, provenant de la périphérie, emprunte la racine dorsale. Contrairement à une nomenclature malheureuse et qui est parfois encore utilisée, le prolongement distal de ces neurones est bien un axone et pas un dendrite. Ces cellules très particulières n'ayant pas de dendrite. Ces neurones, qui sont des cellules en T, sont appelés neurones afférents primaires, car ils constituent la première voie afférente au système nerveux central, celle qui véhicule les informations issues des différents récepteurs sensitifs. L'axone de ces neurones porte à sa partie distale des récepteurs sensitifs et transmet les informations issues de ces récepteurs au système nerveux central, la transmission se faisant au niveau de l'extrémité proximale de ces axones. À l'extérieur du canal rachidien, ces axones forment le contingent sensitif des nerfs périphériques. Ces axones sont très importants en neurophysiologie. On y fera très souvent référence dans ce cours et dans les cours suivants. Ces axones sont appelés fibres afférentes primaires. Donc les deux termes fibres afférentes primaires et neurones afférents primaires sont des termes extrêmement importants en neurophysiologie et extrêmement importants pour toute la suite. Deux mots de physiologie du neurone maintenant.
la fonction élémentaire d'un neurone est de recueillir, traiter et transmettre de l'information. Le recueil et le traitement sont réalisés au niveau du corps cellulaire, qu'on appelle aussi le soma, et surtout des dendrites, qui reçoivent l'essentiel des informations issues d'autres neurones, ce qui est indiqué par les flèches qui sont à gauche. Le soma émet un message résultant de ce traitement, et la transmission de ce message se fait par l'axone. L'information transmise est communiquée à une autre cellule, qui est dans l'immense majorité des cas un autre neurone. Mais cette cellule appartient parfois à un autre type cellulaire, comme une fibre musculaire striée ou lisse, ou encore une cellule sécrétrice. Les communications avec ces autres cellules se font au niveau de synapses par l'intermédiaire de neurotransmetteurs. Pour l'essentiel, l'information ainsi traitée et transmise par les neurones prend la forme de potentiel électrique. Et c'est ce qui est représenté sur la diapositive suivante. Plus précisément, l'information est contenue dans les variations temporelles de la différence de potentiel entre milieu extracellulaire et milieu intracellulaire. Ceci confère au temps une place centrale dans la nature des messages nerveux. De ce point de vue, l'événement principal, l'événement essentiel est le potentiel d'action, dont la forme vous est rappelée sur la partie supérieure de cette diapositive où vous avez le schéma classique d'un potentiel d'action unique enregistré en intracellulaire. Dans le message véhiculé par l'axone, l'information va être contenue dans ces potentiels d'action. Comment exactement les potentiels d'action codent l'information transmise reste une question extrêmement importante et non encore véritablement résolue en neurophysiologie. Ce qu'on doit simplement retenir ici, c'est que l'activité d'un neurone est estimée par le nombre moyen des potentiels d'action que ce neurone émet par unité de temps. C'est sa fréquence moyenne qui représente cette activité. On dira donc que l'activité du neurone augmente si l'émission de potentiel d'action augmente et que cette activité diminue, cas d'inhibition ou de mise au repos, si l'émission des potentiels d'action diminue. Cette estimation est simplificatrice, mais elle suffit à interpréter beaucoup de phénomènes et beaucoup d'observations en physiologie des grandes fonctions. J'insiste sur le fait que c'est une notion extrêmement importante qu'il faut absolument avoir à l'esprit quand on parle de neurophysiologie. La partie inférieure de la diapositive représente simplement un enregistrement de neurones réels, très caractéristique de beaucoup de neurones. Donc vous avez la répartition un peu irrégulière au cours du temps des potentiels d'action sur ce neurone. Je passe maintenant à l'objet véritable du cours, en commençant par une présentation du système nerveux. Et tout d'abord, en introduction, quelques mots sur un concept très important qui est celui de milieu intérieur. La physiologie a fait un progrès considérable en prenant conscience de l'existence d'un milieu intérieur, justement, milieu que le revêtement cutané sépare du milieu environnant, qui est lui le milieu extérieur. Le milieu intérieur, c'est celui où vivent les cellules, lesquelles n'ont pas de contact direct avec l'extérieur. Plus précisément, le milieu intérieur est formé par le plasma sanguin et les liquides interstitiels, c'est-à-dire par l'ensemble des liquides extracellulaires. Vous verrez beaucoup plus en détail le milieu intérieur, sa composition et sa régulation dans les cours suivants, notamment celui du professeur Diane Ribot. Le maintien du milieu intérieur dans des conditions à la fois stables et optimales au fonctionnement des organes, ce maintien est souvent considéré comme la tâche essentielle de la physiologie. Ce maintien est appelé homéostasie corporelle et il nécessite la mise en jeu d'un grand nombre de régulations interdépendantes. Cette précision étant donnée, je vais présenter le système nerveux autonome en rapport avec une autre grande partie du système nerveux qui est le système nerveux somatique.
Le système nerveux somatique et le système nerveux autonome appartiennent tous deux au système nerveux périphérique. Ils sont les principaux moyens d'action du système nerveux central et ils concourent fortement au maintien de l'homéostasie corporelle. Ces points communs étant indiqués, on va maintenant insister sur les différences entre ces deux grands systèmes. Différences qui sont de deux ordres, des différences structurales et des différences fonctionnelles. Les différences structurales, pour commencer, il y en a à nouveau deux qui sont représentées sur la diapositive. La première concerne les cibles sur lesquelles agissent système nerveux somatique et système nerveux autonome. Le système nerveux somatique possède une seule sorte d'organe cible qui est le muscle strié squelettique responsable des mouvements des différentes parties du corps. Alors que le système nerveux autonome, lui, agit sur des organes variés dont une liste est indiquée sur le petit tableau de la partie droite en bas de cette diapositive. Dans ces nombreux organes, le système nerveux autonome possède deux types principaux de cibles cellulaires, cette fois-ci, qui sont la fibre musculaire lisse et, d'autre part, des cellules sécrétrices. Deuxième différence structurale, la connexion aux organes innervés. Pour le système nerveux somatique, qui est donc représenté dans la partie haute à gauche, la connexion est directe. Le système nerveux central est relié au muscle squelettique par un seul type de neurone, qui est un neurone moteur somatique ou motoneurone. Pour le système nerveux autonome, au contraire, la commande fait intervenir des neurones intermédiaires. Vous voyez qu'il y a deux étapes si vous regardez la partie basse de la figure à gauche. Deux étapes entre le système nerveux central et les organes innervés. Les principales différences fonctionnelles maintenant. Ces différences sont indiquées dans le tableau présenté sur cette nouvelle diapositive. La première différence est à l'origine de l'appellation système nerveux autonome. Tandis que le système nerveux somatique est soumis à l'action de la volonté, le système nerveux autonome ne l'est pas. C'est pour ça qu'il a été appelé autonome. Cela ne veut pas dire que le système nerveux autonome soit complètement déconnecté des faits de conscience, car une émotion, par exemple, peut le mettre en jeu, comme lorsqu'une telle émotion accélère le rythme cardiaque. Mais on ne peut pas soi-même volontairement augmenter ou ralentir ce rythme cardiaque. On notera au passage qu'il n'en est pas de même pour la fréquence respiratoire, que l'on peut faire varier volontairement, cela parce que les muscles respiratoires, eux, sont innervés par le système nerveux somatique, à la différence du muscle cardiaque. Bien que cela ait été sans incidence sur le choix du terme autonome, il existe une seconde forme d'autonomie en rapport avec ce système, seconde forme qui l'oppose aussi au système nerveux somatique. Cette seconde forme, c'est l'autonomie des organes innervés par rapport au système nerveux végétatif. En effet, même complètement privés de leur innervation, ces organes continuent de fonctionner. C'est encore le cas du cœur, dont la dénervation provoque simplement une augmentation modérée et une régularisation de la fréquence. Ce qui est perdu en pareille situation, c'est l'adaptation précise aux besoins de l'organisme, adaptation de l'activité du viscère dénervé. A l'inverse, les muscles striés squelettiques dépendent totalement de leur innervation motrice. Une autre différence fonctionnelle entre système nerveux somatique et autonome tient à leur mode d'action respectif. Le système nerveux somatique a un effet purement excitateur, son activité induisant toujours une contraction plus ou moins forte des muscles innervés. Au contraire, les actions du système nerveux autonome pourront consister en une stimulation des cibles contrôlées, mais aussi, dans d'autres cas, en une inhibition de ces cibles. Il faut se rappeler ici que les cibles ont une activité propre.
Une conclusion à tirer de toutes ces différences, structurales aussi bien que fonctionnelles, est que le contrôle effectué par le système nerveux autonome est plus complexe que celui exercé par le système nerveux somatique. Les possibilités de régulation du fonctionnement viscéral en seront accrues. On va maintenant s'occuper uniquement, et plus précisément bien sûr, du système nerveux autonome. On va commencer par donner les constituants de ce système nerveux autonome. Selon sa définition première, qui est celle qu'on retiendra dans ce cours, le système nerveux autonome est formé de deux constituants. Le système orthosympathique, en général on dit système sympathique tout court, et le système parasympathique. À ces deux parties, certains auteurs ajoutent les neurones sensitifs qui acheminent vers le système nerveux central les informations issues des viscères. Mais ce n'est pas le point de vue adopté ici, malgré l'importance de ces informations pour le fonctionnement du système nerveux autonome. Parfois, également, on rattache au système nerveux autonome un vaste ensemble de neurones situés dans la paroi de l'intestin, ensemble appelé système nerveux entérique ou encore système nerveux intrinsèque de l'intestin. Conformément toujours au point de vue traditionnel adopté ici, on ne considérera pas non plus le système nerveux entérique comme appartenant au système nerveux autonome. Vous verrez plus en détail son fonctionnement dans le cours du professeur Bonnaz. Avec la définition retenue ici, le système nerveux autonome est purement effecteur. On dit aussi moteur, bien que ce terme soit simplificateur, car beaucoup de commandes végétatives sont en fait sécrétoires et non pas motrices proprement dites. Quelques précisions sur l'organisation élémentaire du système nerveux autonome maintenant. Cette organisation a déjà été mentionnée au départ, car elle constitue une différence importante avec le système nerveux somatique. Elle vaut pour le système parasympathique aussi bien que pour le sympathique. On rappelle cette très importante donnée de base. Pour chacun des deux systèmes, sympathique et parasympathique, l'action sur les organes innervés se fait par deux neurones successifs, un neurone connecteur qui transmet la commande et un neurone effecteur qui délivre cette commande. Dans la grande majorité des cas, la connexion entre le premier et le second de ces neurones est située dans un des ganglions nerveux végétatifs présents dans le thorax et l'abdomen. Pour cette raison, le neurone connecteur est toujours appelé neurone préganglionnaire et le neurone effecteur toujours appelé neurone postganglionnaire. Postganglionnaire car son axone est au-delà du ganglion si on se réfère au chemin de l'information venant du système nerveux central. On conserve cette terminologie dans le cas où le second neurone n'a pas son corps cellulaire dans un véritable ganglion, mais dans la paroi même de l'organe innervé. Ce schéma élémentaire est reproduit en un très grand nombre d'exemplaires car il y a beaucoup de neurones préganglionnaires. Du point de vue physiologique, le point vraiment important est l'existence d'un relais sur le chemin qui conduit l'information du système nerveux central aux viscères. En effet, qui dit relais dit traitement de l'information. C'est une règle universelle qui vaut pour toute la neurophysiologie. L'information n'est pas simplement transmise d'un neurone au suivant, mais elle est modifiée, on dit souvent modulée lors de cette étape. La modification sera plus ou moins profonde selon la partie du système nerveux concerné et selon les conditions où se trouve l'organisme au moment du transfert d'information. C'est une des raisons pour laquelle on a dit plus haut que le contrôle réalisé par le système nerveux autonome est plus complexe que celui exercé par le système nerveux somatique. Cette organisation élémentaire présente des formes variées car il existe des différences
non seulement entre système sympathique et parasympathique, cette fois-ci, mais aussi à l'intérieur de chacun de ces systèmes. Parmi ces différences, les deux principales concernent la position anatomique du neurone postganglionnaire par rapport à l'organe innervé et, d'autre part, le détail de la connexion entre neurones pré- et post-ganglionnaires. Deux mots sur la différence de localisation d'abord. Ces différences sont schématisées sur cette nouvelle diapositive. Cette figure rappelle que la structure anatomique contenant le corps cellulaire du neurone postganglionnaire est située, on l'a déjà dit, plus ou moins loin de l'organe innervé. Loin pour certaines parties du système sympathique, c'est le cas notamment pour les membres. C'est ce qui est représenté en fait dans la partie la plus basse de la figure. Plus près pour le reste du système, notamment celui qui innerve les viscères du tronc. Très près pour le système parasympathique, car ce neurone postganglionnaire peut se trouver à l'intérieur même de la paroi viscérale. C'est ce qu'on observe à l'intérieur du tronc. La figure représente donc ces trois grandes possibilités à distance, plus près et même dans la paroi viscérale pour la position du neurone postganglionnaire. Autre différence, la connexion entre neurones pré- et post-ganglionnaires. Elle est schématisée cette nouvelle figure. Il est exceptionnel qu'un neurone préganglionnaire contacte un seul neurone post-ganglionnaire. Presque toujours, en effet, la partie terminale de la fibre préganglionnaire se ramifie pour former des synapses avec plusieurs cellules post-ganglionnaires. Ce qui est indiqué au centre de cette figure où vous avez schématisé un ganglion dans lequel une fibre préganglionnaire se ramifie. On dit qu'il y a dispersion axonale. Le nombre de neurones postganglionnaires connectés ainsi à un même axone préganglionnaire est très variable selon l'organe innervé. Ça va de l'ordre de la dizaine à plusieurs centaines pour le système sympathique, tandis que la gamme est encore plus large pour le système parasympathique. C'est-à-dire cette complication n'enlève rien au fait essentiel qui est, je le rappelle, que la transmission se fait avec relais de la commande nerveuse végétative. Ce détail signifie simplement qu'au niveau du relais, il y a diffusion spatiale de l'information, l'ampleur de cette diffusion variant considérablement selon la portion du système nerveux autonome concerné. La dispersion axonale a une autre conséquence fonctionnelle qui est représentée sur la diapositive suivante. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices sur leur cible cellulaire, tandis que d'autres sont inhibiteurs. Or, un même axone préganglionnaire peut être connecté à des neurones postganglionnaires des deux types. C'est ce qui est représenté, schématisé de façon très simple sur la figure, où un même neurone préganglionnaire connecte deux neurones postganglionnaire à action excitatrice, c'est les signes plus, et un troisième qui est à action inhibitrice, c'est le signe moins. L'action du neurone préganglionnaire aura donc pour effet de stimuler certaines cellules cibles et d'en inhiber d'autres. Ce qui veut dire qu'à lui tout seul, ce neurone préganglionnaire produira une mise en jeu coordonnée d'un ensemble de cibles distribuées dans un même organe ou même parfois dans plusieurs. À la diffusion de l'information, le mode de connexion au sein des ganglions ajoute donc la coordination des effets physiologiques de cette information. On va maintenant voir de plus près l'organisation de ce système nerveux autonome. Donc, le plan de cette nouvelle partie est indiqué sur la diapositive. Il sera d'abord question de l'anatomie
des systèmes sympathiques et parasympathiques, puis d'un phénomène physiologique important et élémentaire qui est l'activité tonique des neurones du système nerveux autonome, et enfin on présentera les neurotransmetteurs et les récepteurs de ces systèmes. Dans chaque cas, le système sympathique sera présenté d'abord et le système parasympathique ensuite. On commence donc par l'anatomie du système sympathique et bien évidemment, on commence par les neurones préganglionnaires dont l'origine anatomique est représentée sur la figure suivante. L'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique est exclusivement spinale. Les corps cellulaires de tous les neurones préganglionnaires sont en effet contenus dans la moelle de T1 du premier segment thoracique à L2 le deuxième segment lombaire, ce qui est représenté de façon très simplifiée sur la partie gauche de la figure, qui est une vue longitudinale de l'ensemble de la moelle. Ces neurones préganglionnaires s'étendent donc sur toute la hauteur de la moelle thoracique pour déborder sur les premiers segments lombaires. Comme ils occupent une même position dans le plan transversal, position que vous pouvez voir sur la partie droite de la figure, ces neurones forment une colonne située dans la partie latérale de la substance grise intermédiaire. Pour cette raison, la colonne en question est appelée colonne intermédio-latérale. Le long de la colonne intermédio-latérale, les corps cellulaires des neurones préganglionnaires sont disposés de manière ordonnée, en correspondance topographique avec les organes dont ils contrôlent l'activité. Les plus hauts situés sont responsables de l'innervation sympathique de la tête et du cou. Puis viennent plus bas les neurones à l'origine de l'innervation des viscères thoraciques et du membre supérieur. Plus bas encore, on trouve ceux en rapport avec la partie supérieure de l'abdomen, puis plus bas ceux reliés à la partie basse de l'abdomen et enfin ceux reliés au pelvis et aux membres inférieurs. Le trajet des fibres préganglionnaires maintenant, les neurones préganglionnaires émettent des axones qui sortent de la moelle par la racine ventrale, comme c'est le cas pour tous les axones efférents au système nerveux central. Vous avez le tout début de ces fibres qui est figuré en bas sur la figure de droite. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive où vous pouvez voir déjà la fibre préganglionnaire qui sort de son corps cellulaire situé dans la corne latérale de la moelle et qui emprunte la racine ventrale de la moelle. Ces fibres cheminent ensuite dans le nerf rachidien correspondant à leur segment d'origine, puis elles se séparent des autres fibres pour former une courte voie nerveuse, le rameau communicant blanc, qui relie le nerf rachidien à un ganglion sympathique. Le rameau communicant blanc est appelé ainsi car les fibres qu'il contient sont myélinisées, détail dont l'intérêt principal est d'indiquer la vitesse de conduction élevée de ces fibres, une vitesse de conduction bien supérieure à 1 mètre par seconde. Il faut parler maintenant de ce qu'on appelle la chaîne sympathique paravertébrale, on dit encore latérovertébrale. Sur la figure, cette chaîne, ou plus exactement un tronçon de la chaîne, est représenté en jaune. Dans l'encadré, elle est représentée de part et d'autre des vertèbres et dans la partie centrale, elle est présentée avec ses connexions nerveuses. Cette chaîne sur la figure est appelée tronc sympathique. La chaîne est composée d'un peu plus de 20 ganglions qui sont reliés entre eux et disposés parallèlement au rachis, ce qui est justement ce qui apparaît clairement sur la partie encadrée de la figure. Par conséquent, il y a 2 chaînes en fait, une de chaque côté de la colonne vertébrale. Les ganglions qui constituent cette chaîne contiennent les corps cellulaires de nombreux neurones sympathiques post-ganglionnaires, mais pas de tous. Une partie
des fibres préganglionnaires se terminent dans la chaîne paravertébrale, soit dans le ganglion qu'elles ont rejoint, soit dans un autre, après avoir cheminé dans les filets qui relient les ganglions entre eux. Cette dernière éventualité, terminaison dans un autre ganglion de la chaîne, se voit notamment pour les fibres en rapport avec l'innervation des organes les plus hauts situés, comme ceux de la tête, et aussi en rapport avec les plus bas situés. C'est en fait une nécessité car il y a plus de ganglions que de segments spinaux contenant les neurones préganglionnaires. Les terminaisons des axones concernés forment des synapses avec les neurones postganglionnaires. Vous avez un exemple de cette disposition dans chacun des 3 ganglions qui sont représentés sur le tronçon de chaîne qui est à droite. L'autre partie des fibres préganglionnaires ne relaye donc pas dans un ganglion de la chaîne. Ces fibres ne font que traverser la chaîne pour former ensuite un nerf thoracique ou abdominal. À l'intérieur du nerf concerné, qui est un nerf splanchnique pour les axones innervant l'abdomen, les fibres gagnent leur site de relais, puisqu'elles n'ont pas relayé dans la chaîne paravertébrale, site de relais situé dans un second type de ganglion dénommé ganglion prévertébral ou encore préviscéral. Ces ganglions prévertébraux sont donc plus près de l'organe innervé que ne le sont les ganglions paravertébraux. Ils sont associés exclusivement à l'innervation des organes qui se trouvent dans les cavités thoraciques et abdominales. À l'intérieur de ces ganglions, les connexions entre axones pré- et ganglionnaires et neurones postganglionnaires se font exactement de la même façon que dans la chaîne paravertébrale. Le trajet des fibres postganglionnaires maintenant, leurs axones sont donc courts, je répète encore, quand les corps cellulaires sont localisés dans un ganglion prévertébral, plus longs s'ils appartiennent à la chaîne paravertébrale. Dans ce cas, l'axone peut même être très long quand il innerve les parties distales d'un membre. Ces axones sont dépourvus de myéline. Par conséquent, ils ont une faible vitesse de conduction de l'ordre du mètre par seconde. Ceux parmi ces axones qui partent des ganglions paravertébraux en sortent par des filets nerveux appelés rameaux communicants gris du fait de l'absence de myéline. Par ces rameaux, ils rejoignent les nerfs périphériques à destination des membres et aussi de la paroi du tronc. Le point le plus important concernant tous les axones postganglionnaires, cette fois-ci, a déjà été mentionné. Quel que soit l'organe ou le type de cellule innervée, c'est par eux que s'exerce l'action physiologique du système sympathique. Morphologiquement, les terminaisons des fibres postganglionnaires diffèrent de celles qui sont décrites classiquement. C'est ce qui est représenté sur la diapositive suivante. Donc la diapositive représente à gauche, très schématisé, un neurone postganglionnaire avec ses ramifications terminales dans la partie basse, et le détail de ces ramifications est présenté agrandi bien sûr dans la partie droite de la figure. Cette partie droite montre que les portions terminales des fibres postganglionnaires ne forment pas de synapses typiques, mais présentent des ramifications porteuses de renflements appelées varicosités. Ces varicosités se succèdent le long de la ramification et on dit qu'elles sont en chapelet. Le neurotransmetteur est accumulé à l'intérieur des varicosités et il est libéré quand un potentiel d'action parcourt la portion terminale de la fibre. Cette libération étant représentée sur les 2 varicosités du bas sur la partie droite de la figure. Cette disposition confère à l'action des fibres sympathiques, postganglionnaires bien sûr, une plus grande étendue spatiale en comparaison avec les synapses classiques comme celles qui existent entre neurones pré- et postganglionnaires.
On va maintenant voir un élément un peu particulier du système sympathique en envisageant le cas de la glande médulo-surrénale. La médulo-surrénale est une glande endocrine située près du rein, comme son nom l'indique, et comme l'indique également la figure. Glande endocrine veut dire qu'elle synthétise une substance biologiquement active de la famille des hormones. Lorsqu'elle est stimulée, la glande libère l'hormone dans la circulation sanguine. Or, un groupe de fibres sympathiques préganglionnaires se termine dans la médulo-surrénale. Et ce sont justement elles qui provoquent la libération de l'hormone quand elles sont actives. On doit donc considérer que malgré sa nature non nerveuse, la médulo-surrénale appartient au système sympathique. Comme on va le redire bientôt, l'hormone en question s'appelle l'adrénaline. En fait, la médulo-surrénale constitue l'équivalent d'un ganglion sympathique dans lequel les neurones post-ganglionnaires seraient remplacés par des cellules sécrétrices endocrines qui sont des cellules dites chromaffines. Cette nouvelle diapositive donne simplement une vue d'ensemble de l'innervation sympathique. Vue d'ensemble sur laquelle les abondants contingents destinés aux membres ne sont toutefois pas représentés. L'anatomie du système parasympathique maintenant. Et bien sûr, pour commencer, l'origine de ce système. Contrairement à ce qu'on a vu pour l'origine du système sympathique, celle du parasympathique est morcelée en plusieurs parties et n'est donc pas restreinte à la substance grise spinale. Il existe en effet un parasympathique crânien et un parasympathique spinal. Les corps cellulaires des neurones préganglionnaires spinaux se trouvent dans la moelle sacrée, principalement dans les segments de S2 à S4, dans la partie latérale de la substance grise intermédiaire de cette moelle sacrée, donc dans une position homologue de celle de la colonne intermédio-latérale sympathique. Les corps cellulaires des neurones préganglionnaires crâniens, qui sont beaucoup plus nombreux que les précédents, se répartissent à leur tour dans plusieurs centres disjoints du tronc cérébral, ce qui ajoute encore au morcellement anatomique de ce système. Le trajet des fibres préganglionnaires concernant le parasympathique crânien. Après un trajet initial qui est variable selon la position des corps cellulaires au sein du tronc cérébral, ces fibres quittent le névrax en empruntant l'un des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, petite précision, sont au nombre de 12 et sont l'équivalent des nerfs périphériques du tronc et des membres. Certaines de ces fibres, donc préganglionnaires parasympathiques, gagnent les ganglions parasympathiques de la tête. Elles cheminent dans les 3e, 7e et 9e nerfs crâniens. Les autres forment le contingent efférent du 10e nerf crânien, appelé encore nerf vague, ou encore nerf pneumogastrique. Nerf pneumogastrique car il innerve entre autres les poumons et l'estomac. Ces fibres se rendent à la plupart des organes du thorax et de l'abdomen. Et là, elles se terminent dans la paroi des viscères innervés. Donc le nerf vague assure une très grosse partie de l'innervation parasympathique du corps. Pour le parasympathique sacré, les axones préganglionnaires sortent comme toujours par les racines ventrales, qui sont ici des racines sacrées, et ils rejoignent, pour s'y terminer, des amas cellulaires situés à nouveau très près des viscères pelviens ou, pour certains, dans la paroi de ces viscères. Ce sont notamment ceux qui sont adressés à la portion terminale du tube digestif, se terminent dans la paroi de ce tube digestif. Toutes les fibres préganglionnaires parasympathiques forment des synapses avec les neurones postganglionnaires. Comme pour le système sympathique, il y a dispersion axonale dans ce relais.
Les neurones postganglionnaires maintenant, une caractéristique remarquable de ces neurones, bon ça on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est d'avoir un axone très court en raison de la position du corps cellulaire par rapport à l'organe innervé. Dans le cas de l'intestin, où on a un très grand nombre de fibres préganglionnaires qui se terminent, les neurones postganglionnaires appartiennent en fait au système nerveux entérique, puisqu'ils sont, ces neurones postganglionnaires, dans la paroi. Pour finir cette partie anatomie, 2 mots sur la comparaison des 2 innervations sympathiques et parasympathiques. Pour souligner en fait la principale différence anatomique entre les innervations sympathiques et parasympathiques, cette différence concerne leur étendue. Le système sympathique innerve la totalité du corps, alors que seuls les organes de la tête, et du cou et de l'intérieur du tronc reçoivent une innervation parasympathique. L'innervation sympathique est donc plus diffuse que son homologue parasympathique. Et je vais parler maintenant d'une toute autre chose qui est l'activité tonique des neurones préganglionnaires, en commençant par celle du système sympathique, donc en commençant par parler de ce qu'on appelle le tonus sympathique. Une activité tonique est une activité permanente. Elle est ainsi présente au repos, bien que pour le système nerveux, il soit parfois délicat de définir ce qu'est vraiment le repos. Dans le cas du système sympathique, ce phénomène se manifeste par l'émission continuelle de potentiels d'action qui sont détectables sur les neurones préganglionnaires ou sur leurs axones. Cette émission peut présenter des pauses transitoires qui traduisent justement l'implication du neurone considéré dans un événement physiologique particulier. Dans d'autres cas, bien sûr, cette activité tonique augmentera dans certains événements physiologiques. Sur la diapositive, l'activité tonique, du moins un petit moment de cette activité, vous voyez l'échelle de temps sous le premier tracé, l'activité tonique est représentée dans la partie gauche, alors que ces variations sont représentées à droite. Et à droite, on veut indiquer le fait qu'un gros avantage d'une activité tonique est d'offrir 2 modes de mise en jeu physiologique des neurones qui possèdent cette activité, ce qui va accroître les capacités régulatrices de ces systèmes. En effet, dans certaines situations, l'activité sera augmentée, donc c'est le contrôle activateur figuré sur la partie droite, alors que dans d'autres cas, elle sera diminuée ou même suspendue, c'est ce qui est représenté dans le tracé du bas à droite. Au contraire, si on avait une activité basale nulle, la seule mise en jeu physiologique consisterait en une activation dont l'ampleur serait l'unique paramètre de contrôle. De façon très générale, une activité neuronale tonique peut avoir 2 origines qui sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre. C'est ce qui est représenté sur la diapositive suivante. La diapositive qui résume les 2 sources possibles d'une activité tonique. Une première source d'une origine intrinsèque, qui est due à la présence de certains types de canaux ioniques dépendant du voltage dans la membrane des cellules concernées. On dit que la cellule concernée a des propriétés pacemaker. Vous en verrez un exemple extrêmement important en physiologie cardiaque. Deuxième source, une origine extrinsèque. En ce cas, c'est la stimulation synaptique du neurone par d'autres cellules nerveuses qui induit l'activité tonique. Pour les neurones sympathiques préganglionnaires, c'est la seconde condition qui est à l'œuvre, car leur activité tonique est engendrée par d'autres neurones localisés dans le tronc cérébral, neurones émettant des axones à destination de la moelle. Donc ces neurones du tronc cérébral excitent en permanence les neurones préganglionnaires. Et ils sont quant à eux munis de propriétés pacemaker.
La résultante de toutes les activités toniques préganglionnaires constitue, on a déjà mentionné, ce qu'on appelle le tonus sympathique. On doit notamment à ce tonus le maintien de la pression artérielle à un niveau suffisant pour la perfusion des organes dans les conditions de base. Précisons à cette occasion qu'une action sympathique très répandue et très importante est de régler le calibre des petits vaisseaux grâce à l'innervation des muscles lisses circulaires contenus dans la paroi de ces vaisseaux. Ceci a deux conséquences physiologiques, sous la responsabilité du sympathique, je le répète. Une conséquence locale, qui est l'adaptation du flux sanguin dans l'organe concerné, et une conséquence générale, à savoir la régulation de la pression artérielle systémique. Vous verrez ces phénomènes en détail dans le cours de physiologie cardiovasculaire du professeur Ribaud. Je reviens au tonus sympathique pour préciser qu'il n'est pas uniforme, car l'activité des neurones préganglionnaires présente des différences importantes selon l'organe ou la partie d'organe à qui cette activité est destinée. J'ai parlé essentiellement des neurones préganglionnaires. Les neurones postganglionnaires ont aussi une activité tonique qui résulte tout simplement de celle des neurones préganglionnaires. Pour les neurones parasympathiques, je rajouterai seulement que, comme leurs homologues sympathiques, la plupart des neurones parasympathiques préganglionnaires possèdent une activité tonique et également, bien sûr, ils la communiquent aux neurones postganglionnaires. Je vais maintenant aborder le troisième volet de l'organisation du système nerveux autonome. Ce volet concerne les neurotransmetteurs et les récepteurs du système nerveux autonome. Alors, je vais commencer, comme toujours, par le système sympathique et bien sûr par les neurones préganglionnaires. Alors, à cette occasion, il faut énoncer une règle qui est simple et toujours vérifiée, ce qui est bien rare en neurosciences. Cette règle est spécifiée sur la nouvelle diapositive. Les neurones efférents au système nerveux central synthétisent et utilisent tous comme neurotransmetteur l'acétylcholine. Celle-ci est donc le neurotransmetteur des neurones sympathiques préganglionnaires. Pour cette raison, ces neurones-là sont dits cholinergiques. Un neurone qui utilise l'acétylcholine comme transmetteur est un neurone cholinergique. Un neurotransmetteur ne peut agir que s'il se fixe à des récepteurs membranaires qui lui sont spécifiques. Dans les ganglions sympathiques, et également dans la médullo-surrénale, les récepteurs en question constituent une variété de récepteurs à l'acétylcholine appelés récepteurs nicotiniques parce qu'ils fixent spécifiquement aussi la nicotine. Les récepteurs nicotiniques sont de type ionotrope. Je passe maintenant aux neurones postganglionnaires. Les transmetteurs des neurones sympathiques postganglionnaires appartiennent, eux, la diapositive rappelle à droite la présence de l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur préganglionnaire formé à partir de son précurseur, la choline. Ce qui est important, c'est la chaîne de synthèse des catécholamines qui est représentée à la gauche. C'est notamment important ensuite pour les applications médicales. Cette chaîne commence avec la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans toutes les cellules, comme vous le savez. Et cette tyrosine, dans certaines cellules, qui sont des cellules dites catécholaminergiques, subit une série de transformations spécifiques. Il existe en fait plusieurs catécholamines qui dérivent toutes sous l'action d'enzymes d'un même acide aminé, la tyrosine, qui est représentée sur la diapositive suivante. La diapositive rappelle à droite la présence de l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur préganglionnaire formé à partir de son précurseur, la choline. Ce qui est important, c'est la chaîne de synthèse des catécholamines qui est représentée à la gauche. C'est notamment important ensuite pour les applications médicales.
Cette chaîne commence avec la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans toutes les cellules, comme vous le savez. Et cette tyrosine, dans certaines cellules, qui sont des cellules dites catécholaminergiques, subit une série de transformations spécifiques qui se font sous l'action d'enzymes qui sont figurées en jaune sur le côté de la chaîne. Dans cette chaîne, 3 composés seulement sont des transmetteurs, et composés qui dérivent les uns des autres, ce sont la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Noradrénaline et adrénaline sont des transmetteurs du système nerveux autonome, la dopamine agissant, elle, dans le cerveau. La noradrénaline est le transmetteur des fibres postganglionnaires. L'adrénaline, elle, on l'a déjà signalé, c'est l'hormone sécrétée par la médule surrénale. Dans le système nerveux central, elle agit, on la retrouve aussi, et cette fois-ci, elle agit comme neurotransmetteur propre. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à 2 grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces 2 familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Ces récepteurs se répartissent très inégalement dans les tissus. Certains organes ou territoires particuliers d'un organe contiennent beaucoup de récepteurs alpha et peu ou pas de bêta, alors que pour d'autres tissus, on observera l'inverse. À d'autres endroits encore, on trouvera les différents types en proportion variable. Or, ces différents types, et même des sous-types différents des mêmes récepteurs, ont des actions elles-mêmes différentes sur les cellules qui les portent. Certains types de récepteurs activent ces cellules, d'autres les inhibent. Par conséquent, et c'est un point important que je tiens à souligner, l'action physiologique des axones postganglionnaires à destination d'un organe va dépendre étroitement de la proportion des différents récepteurs dans l'organe en question. Et aussi, bien sûr, va dépendre de l'organe lui-même. Il en sera de même pour l'adrénaline, qui est un agent circulant actif. La distribution différentielle de tous ces récepteurs, donc alpha, bêta, différents sous-types, est donc très importante à connaître quand on veut savoir précisément comment le système sympathique contrôle un organe particulier. Alors, je vais parler beaucoup plus rapidement du système parasympathique. D'abord, les neurones préganglionnaires, et là, il y a juste à dire que conformément à la règle mentionnée précédemment, tous les neurones préganglionnaires parasympathiques utilisent l'acétylcholine comme neurotransmetteur. Comme pour le système sympathique, l'action sur le neurone postganglionnaire se fait par l'intermédiaire de récepteurs de type nicotinique portés par ces neurones postganglionnaires. Alors, les neurones postganglionnaires eux-mêmes, le transmetteur, cette fois-ci, c'est l'acétylcholine, ce qui constitue une différence importante avec le système sympathique. Contrairement à ce qu'on observe dans le relais ganglionnaire, l'acétylcholine libérée par les fibres postganglionnaires agit en se fixant sur des récepteurs cholinergiques de type muscarinique et non plus nicotinique, ce qui est indiqué sur la figure qui schématise en fait les transmetteurs des 2 innervations sympathiques et parasympathiques. Alors on décrit, et j'entrerai bien sûr pas du tout dans le détail, des sous-types là encore de récepteurs muscariniques. Mais une conclusion vraiment importante de tout ça, et qui vient déjà d'être mentionnée, mais je le souligne à nouveau, en ce qui concerne les neurotransmetteurs, la grande différence entre sympathique et parasympathique, c'est que le premier, le sympathique, agit sur ses cibles grâce à des catécholamines, alors que le parasympathique, lui, utilise pour son action l'acétylcholine.
Après cette présentation de l'organisation du système nerveux autonome, on va parler de la manière dont cette organisation est utilisée et ça va être maintenant les aspects proprement physiologiques du système nerveux autonome. La partie physiologie, donc, c'est-à-dire la manière dont la constitution élémentaire du système nerveux autonome va être utilisée au service des différentes fonctions. Alors, tout d'abord, il y aura un point de vue très général sur les grands modes de contrôle des systèmes effecteurs, puis seront traités les réflexes, tout particulièrement, le contrôle central et cette partie se terminera par une vue d'ensemble. Les deux modes de contrôle. Alors, de manière très générale, tous les neurones moteurs, qu'ils soient somatiques ou végétatifs, sont l'objet de deux types de contrôle qui se déroulent simultanément et qui sont en interaction mutuelle. Un contrôle périphérique et un contrôle central. Le contrôle périphérique est réalisé par des informations issues des différents capteurs sensoriels. Ces capteurs sont des structures cellulaires spécialisées appelées récepteurs sensoriels ou récepteurs sensitifs. Ici, on dira simplement récepteurs tout court pour désigner ces structures. La part essentielle de ces contrôles périphériques est constituée par les réflexes, alors que le contrôle central a au contraire pour origine, bien sûr, des centres appartenant au système nerveux central. On commence donc par le contrôle périphérique, c'est-à-dire surtout par les réflexes. Quelle que soit l'activité concernée, les réflexes ont toujours un rôle très important. Mais ils le sont encore plus importants dans le cas du système nerveux autonome, pour lequel ils représentent la forme prédominante de contrôle. Cela en raison du fonctionnement plus stéréotypé et des organes innervés par le système nerveux autonome. C'est différent du système nerveux somatique qui, lui, est sollicité par des événements extérieurs qui sont très variés et peu prévisibles, ce qui n'est pas le cas pour le système nerveux autonome. Une activité réflexe est une activité déclenchée par un stimulus sensitif précis. Ce critère est impératif. Malgré une confusion fréquente, on n'a pas le droit de parler de réflexe pour un phénomène survenant en l'absence d'un stimulus sensitif. De plus, même s'il y a stimulus sensitif, une activité ne peut être qualifiée de réflexe que si elle est étroitement liée à ce stimulus. En effet, pour tout réflexe, la disparition du stimulus interrompt le réflexe et l'intensité du réflexe est fonction de celle du stimulus. Dans des conditions identiques, une même intensité de stimulus induit des réponses réflexes de même amplitude. Un réflexe est une entité fonctionnelle à laquelle est associée une structure anatomique qui va lui permettre bien sûr de se réaliser. Cette structure anatomique, c'est l'arc réflexe. Le schéma très général d'un arc réflexe est présenté sur cette nouvelle diapositive. L'arc est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel le versant sensitif et le versant moteur s'articulent. Le stimulus sensitif est à l'origine d'une information qui chemine sur le premier élément qui va de la périphérie vers le centre. Ce stimulus étant détecté par un récepteur. Dans le cas du système nerveux autonome, la voie efférente, motrice, est compliquée du fait que cette voie comprend 2 éléments, le neurone connecteur et le neurone effecteur. Le deuxième produisant la réponse désignée par petit r sur le schéma. Mais même dans ce cas du système nerveux autonome, la voie efférente a une forme simple qui est toujours la même, tout comme d'ailleurs la voie afférente sensitive qui est très simple. Au contraire, le centre présente une organisation très variable selon les différents réflexes. Organisation pouvant aller de cas très simples à des cas hautement complexes. Pour cette raison,
l'étendue anatomique du centre est elle aussi variable. Les parties centrales des réflexes sont localisées dans la substance grise spinale ou dans le tronc cérébral, et parfois dans les deux à la fois. Les réflexes possèdent une importante caractéristique fonctionnelle qui se retrouve d'ailleurs dans de nombreux autres processus biologiques et qui a donc un domaine d'application très étendu. Cette caractéristique est le gain d'un système, en l'occurrence ici le gain d'un réflexe. Chaque réflexe associe à un stimulus d'intensité S une réponse d'amplitude R. Le gain du réflexe est le rapport R sur S qui peut être mesuré de plusieurs manières différentes. On a vu précédemment que dans des conditions identiques, un stimulus donné déclenche toujours la même réponse. Condition identique est une expression qui se réfère au milieu environnant d'une part et à l'ensemble du corps d'autre part, et en particulier à l'ensemble du système nerveux central. Certains changements de ces conditions vont s'accompagner d'un changement de gain. Alors, pour la même intensité S, la réponse R va être différente en amplitude. Selon le territoire d'origine du stimulus, il existe deux grands groupes de réflexes impliquant le système nerveux autonome. En effet, maintenant, on va s'occuper uniquement des réflexes mettant en jeu ce système nerveux autonome. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes viscéro-végétatifs d'autre part. Pour les réflexes somato-végétatifs, le stimulus est délivré au niveau de la peau, très souvent, ou d'un autre tissu somatique comme le muscle strié. Les stimuli sont souvent thermiques et douloureux, ce qui est naturel, car ces deux types d'agents affectent l'état des tissus. Un exemple de réflexe somato-végétatif est celui de la main plongée dans l'eau froide. Cette manœuvre provoque une vasoconstriction réflexe, bien sûr, au niveau de la main immergée, de manière à diminuer les pertes de chaleur dans la zone de contact avec l'eau. L'arc typique de cette sorte de réflexe est représenté sur la figure suivante. Dans le cas de cette figure, ce sont les neurones préganglionnaires sympathiques qui sont impliqués. La voie sensitive est contenue dans un nerf périphérique et se termine dans la corne dorsale de la moelle. L'articulation centrale est simple, dans le cas représenté encore, avec un seul neurone intercalé entre la fibre afférente primaire et le neurone préganglionnaire. C'est l'interneurone de la partie gauche de la figure. Des arcs de forme semblable existent aussi pour le parasympathique sacré. En ce qui concerne les réflexes viscéro-végétatifs maintenant, le point de départ est ici bien sûr un point de départ viscéral. Et ces réflexes sont très nombreux. Certains de ces réflexes ont des circuits analogues à ceux de la catégorie précédente, donc des circuits analogues à celui qui est sur la diapositive. Simplement, le stimulus est délivré au niveau d'un viscère ou de la paroi d'un viscère. Pour d'autres réflexes viscéro-végétatifs extrêmement importants en physiologie, la voie afférente appartient au contraire au 10e et 9e nerf crânien. Ces voies se terminent dans le tronc cérébral et non plus dans la substance grise spinale. Plus précisément, le site de terminaison est une structure très importante appelée noyau du tractus solitaire. On dit encore du faisceau solitaire, le faisceau solitaire étant formé par le volumineux ensemble des fibres sensitives issues des 10e et 9e nerfs crâniens. Le noyau du tractus solitaire est le premier composant central de l'arc de ces réflexes. À partir de lui, l'arc se poursuit en se dédoublant d'une part vers les neurones parasympathiques crâniens, et c'est toujours des neurones associés au 9e et 10e nerf crânien, et parallèlement, l'arc se poursuit jusqu'à certains neurones sympathiques préganglionnaires. Donc, dans ce deuxième cas,
l'organisation centrale du réflexe est donc très complexe puisqu'il y a des parties dans le tronc cérébral et une partie spinale. Il faut préciser pour terminer que pour beaucoup de réflexes, surtout parmi les réflexes viscéro-végétatifs, beaucoup de ces réflexes donc sont à l'œuvre en permanence au cours de la vie quotidienne. Et donc, il faut bien faire attention qu'on n'a pas forcément, avec les réflexes, un événement transitoire comme on a parfois tendance à le penser. D'autre part, il faut avoir à l'esprit que toute activité met en jeu, au moins transitoirement, des réflexes du système nerveux autonome. Donc on va passer maintenant au contrôle central. En fait, une première manifestation du ce contrôle central a déjà été mentionnée. Il s'agit de l'action permanente de certains centres supraspinaux sur les neurones préganglionnaires, parce qu'on avait dit que c'est l'action de ces neurones des centres supraspinaux qui était la source du tonus sympathique. Un autre contrôle permanent est lié également à des phénomènes déjà évoqués, à savoir les réflexes. Et la diapositive schématise le fait que de nombreuses structures centrales, dont la position anatomique n'est pas spécifiée ici, de nombreuses structures centrales ajustent en permanence le gain des réflexes qui mettent en jeu le système nerveux autonome. Cette modulation adapte donc les réflexes aux conditions variables dans lesquelles se trouve l'organisme. La diapositive montre donc simplement un arc tel qu'indiqué précédemment qui est soumis au contrôle central. Plus précisément, le gain du réflexe associé à cet arc est soumis au contrôle central. Ces actions du système nerveux central, donc réglage du gain et genèse du tonus sympathique ou parasympathique, sont des actions permanentes. Il existe des activations transitoires, un contrôle transitoire par le système nerveux central. En particulier, ce système nerveux central peut superposer son action à celle des afférences périphériques. Cela se voit dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Un exemple classique est celui du passage de la position allongée à la position debout. Ce changement de posture nécessite des modifications du fonctionnement du système cardiovasculaire, en particulier pour maintenir une bonne irrigation du cerveau. Lorsque l'action de se lever est programmée, le système nerveux central envoie aux neurones préganglionnaires des commandes qui lui permettent de réaliser cette tâche. On peut considérer que le système nerveux central anticipe ce qui va se dérouler au moment de l'action où l'on passe de la position allongée à la station debout. Il existe enfin des circonstances plus rares où le système nerveux central exerce transitoirement une forte action sur le système nerveux autonome. Ici, l'exemple classique est celui qu'on appelle réaction lutte ou fuite. C'est une réaction bien étudiée chez l'animal qui survient dans des conditions naturelles de grand danger, comme par exemple la vue d'un prédateur par l'une de ses proies. Dans ce cas précis, c'est bien sûr la réaction de fuite qui est déclenchée. Parmi de nombreux exemples de lutte, on peut citer le nageur qui a dérivé sans s'en rendre compte loin du rivage et qui doit affronter un fort courant contraire pour revenir. Dans ce cas-là, il y a une réaction de lutte très importante qui est mise en jeu. Les circonstances généralement exceptionnelles de survenue de toutes ces réactions appartiennent à un ensemble de situations qu'on désigne par le terme général de stress. Et chaque stress sollicite en premier lieu le système sympathique. Que le contrôle central s'exerce dans le cadre d'un stress ou dans les conditions plus tranquilles de la vie quotidienne, il réalise une coordination des commandes végétatives en activant certaines parties du système nerveux autonome et en déprimant d'autres parties. Le contrôle central a ainsi, je le répète, c'est le point important, un rôle de coordination qui se surajoute
aux très nombreuses régulations réflexes du système nerveux autonome. Ce sont des coordinations, vous le voyez, très variées entre les réflexes, c'est très important, entre les différents groupes de neurones préganglionnaires, de façon plus large entre sympathique et parasympathique, on y reviendra tout à la fin, et également, ce qu'on oublie parfois, entre système nerveux autonome et système nerveux somatique. On a dit que plusieurs centres sont responsables de ce contrôle central. On ne citera ici que l'un parmi ces centres, qui est l'hypothalamus. Il est situé très haut dans le cerveau, et on peut le considérer, cet hypothalamus, comme le centre supérieur de la régulation du milieu intérieur. Alors, une vue d'ensemble de la physiologie du système nerveux autonome, pour terminer, en commençant par préciser quel est le trait distinctif de cette physiologie. Et c'est une dimension temporelle qui caractérise ce rôle physiologique du système nerveux autonome. Plus précisément, ce sont les délais de mise en jeu et de modulation du système nerveux autonome qui le caractérisent, ces délais étant brefs et parfois très brefs. Bref veut dire de l'ordre de la seconde. Cela vaut aussi bien pour les conditions usuelles de fonctionnement que pour des circonstances rares comme celle de la réaction fuite ou lutte. À ce propos, on citera une autre situation exceptionnelle et dramatique qui est souvent prise pour exemple. Cette situation, c'est la survenue d'une hémorragie. Dans ce cas-là, le système nerveux autonome est le premier grand système sollicité. Donc c'est toujours cette idée de délai très bref de mise en jeu. Alors le système nerveux autonome intervient très vite pour tenter, dans ce cas-là, de limiter la perte sanguine et à adapter, si possible, l'organisme aux conséquences de cette perte. Ensuite, il sera relayé par des systèmes plus lents à mobiliser, et en particulier par le système endocrinien, qui joue aussi un rôle considérable dans le maintien de l'homéostasie corporelle. Cette caractéristique commune, le bref délai d'intervention, caractéristique commune à tout le système nerveux autonome étant indiqué, je vais dire deux mots sur les particularités fonctionnelles de chacun des systèmes, sympathique et parasympathique. Pour le sympathique, une première particularité des actions de ce système a déjà été mentionnée plusieurs fois, c'est la très grande étendue de ces actions, puisque le territoire sur lequel elles s'exercent est en fait l'ensemble du corps. Mais, contrairement à un point de vue traditionnel, les neurones préganglionnaires sympathiques sont mis en jeu de manière sélective. À chaque partie du corps et à chaque organe correspond un groupe particulier de neurones préganglionnaires qui pourra être stimulés ou au contraire inhibés indépendamment des groupes dédiés aux autres organes. Un exemple classique, c'est celui du travail d'un muscle isolé. Dans cette situation, le tonus sympathique à destination des muscles au repos. Ce tonus se maintient, d'où persistance d'une vasoconstriction dans ces muscles, alors qu'au contraire, les neurones préganglionnaires associés aux muscles qui se contractent deviennent silencieux. Cette inhibition localisée, donc je le répète, localisée aux muscles qui se contractent, cette inhibition localisée interrompt la vasoconstriction dans ce muscle, ce qui facilite l'augmentation du débit sanguin nécessaire au travail à réaliser. Même dans des conditions extrêmes, là encore, classiquement, la réaction fuite ou lutte, même dans ce cas-là, les neurones préganglionnaires sont mis en jeu de façon différenciée pour permettre par exemple une redistribution du volume sanguin au profit des muscles et au détriment d'autres organes comme l'appareil digestif. Il est à noter ici au passage que dans toutes les circonstances, le débit sanguin cérébral est maintenu constant, en tout cas il est maintenu au-dessus d'un niveau minimal.
L'action sympathique la plus diffuse s'observe quand la médullo-surrénale est stimulée, car à ce moment-là, l'adrénaline libérée par la stimulation se répand dans toute la circulation générale. Mais ce qui est commun à la plupart des effets physiologiques du système sympathique, c'est d'être au service de l'action. Par exemple, le sympathique augmente le débit sanguin et la production d'énergie métabolique pour favoriser le travail des muscles. De même, il dilate les pupilles, d'où une amélioration de la vision. On peut donc retenir que le système sympathique stimule les dépenses énergétiques de l'organisme, il mobilise les réserves et les diminue ainsi d'autant. Les particularités physiologiques du système parasympathique, la première est en fait une confirmation de ce qui a été dit sur le sympathique à propos de la sélectivité de mise en jeu. Ceci est valable a fortiori pour le parasympathique en raison de son anatomie. Je vous rappelle, origine morcelée en nombreux centres bien séparés, des innervations plus restreintes et bien séparées des différents viscères. Donc là aussi, il y aura une forte sélectivité. Mais ces actions parasympathiques partagent un élément commun, elles aussi, qui est ce qu'on pourrait appeler un rôle de conservation. Par exemple, de nombreuses actions parasympathiques concourent à la restauration et à l'accumulation des réserves énergétiques. C'est particulièrement net avec l'appareil digestif, puisque le parasympathique favorise l'absorption des aliments, puis le stockage de leurs produits métaboliques. Plus indirectement, le parasympathique s'oppose aux dépenses en freinant l'activité cardiaque. Donc, alors que le sympathique mobilise les réserves, le parasympathique les reconstitue et même il peut les accroître. Un autre exemple, qui est un exemple de rôle protecteur, le parasympathique a un effet constricteur sur la pupille, ce qui protège la rétine des éclairages excessifs. Pour continuer dans cet ordre d'idées et pour terminer, je vais parler un peu des interactions des deux systèmes. Donc, première chose qui est un rappel, il n'y a d'interaction entre sympathique et parasympathique que pour les organes possédant la double innervation. Les tissus des membres et de la paroi du tronc ne sont donc pas concernés par ces interactions. Ceci étant rappelé, il existe deux modes d'interaction. Le premier mode est le plus répandu, c'est l'antagonisme. Des exemples étant indiqués sur le tableau de la diapositive. En effet, pour beaucoup d'organes, quand le sympathique produit un effet, le parasympathique fait le contraire. Toutes ces interactions négatives, ou en tout cas les principales, sont donc résumées sur le tableau, où vous retrouverez les exemples déjà mentionnés de la pupille, du cœur, de l'appareil digestif, plus d'autres exemples. La seconde forme de relation, c'est au contraire la synergie. Dans ce cas qui est plus rare, le sympathique et le parasympathique exercent non seulement les mêmes actions sur les organes innervés, mais de plus, leurs effets se renforcent mutuellement. L'exemple principal ici, c'est celui des glandes salivaires. Mais il faut surtout bien avoir à l'esprit que toutes ces interactions, négatives comme positives, entre les deux systèmes, sont coordonnées par le système nerveux central. On revient à nouveau sur cette idée très importante de rôle coordinateur du système nerveux central. Et le rôle primordial de ce système nerveux central, c'est d'harmoniser l'ensemble des commandes périphériques effectrices afin d'adapter tout l'organisme aux conditions dans lesquelles cet organisme est placé. Que ces conditions soient relatives au milieu environnant ou au milieu intérieur.